Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel opus de votre émission De vous à moi. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Arsène Bikwe, qui est le coordonnateur adjoint de la plateforme Le Congo d'abord, le peuple avant tout. Je sais que le nom vous paraît curieux, certainement, c'est normal. Pourquoi le Congo d'abord? Pourquoi le peuple avant tout? Mais pour connaître la définition exacte de cette plateforme associative, nous allons dire bonjour à Monsieur Bikwe. Bonjour Monsieur Arsène Bikwe. Bonjour Madame. Dans quelle occurrence cette plateforme associative a été créée? Alors, cette plateforme, elle est née au moment où le pays était, j'allais dire, tout feu, tout flamme. Oui ou non, on change la Constitution. Nous avons suivi le débat passionné, passionnant d'ailleurs, mais qui, à notre sens, prenait des tournures qui ne faisaient plus rappeler aux uns et aux autres, tous les acteurs du moment, ce qu'a été ce pays, son histoire. Et on s'est dit, le chemin qu'est en train de prendre notre pays risque d'être dramatique pour nous. Et nous avons voulu, en disant le Congo d'abord, le peuple avant tout, rappeler à tous et à tous, à toutes, à tous les fils et à toutes les filles de ce pays, que nous avons un patrimoine qui était commun, qui était essentiel. C'était le Congo. Et que naturellement, le Congo ne se trouve pas sur une planète perdue, on ne sait où, mais qui était bien sur la planète Terre, située géographiquement, et sur lequel il vivait près de 4 millions d'âmes. Et que dans l'action politique qu'on mène, il faut non seulement penser à son pays, mais surtout et avant tout, penser à ce peuple. C'est pour cela que nous avons dit, le Congo d'abord, pour tout ce que nous devons faire, et le peuple avant tout. Mais il s'agissait aussi de dire que aux jeunes, naturellement, qu'il fallait qu'ils se prennent en charge, qu'ils se prennent en main, qu'ils participent au devenir de notre pays, au devenir de notre nation. Parce que, on ne le dit jamais assez, la jeunesse, c'est l'énergie créatrice d'aujourd'hui, mais surtout de demain. Voilà un peu ce qui a conduit à la création d'une plateforme associative beaucoup plus tournée vers la politique et qui est directement l'émanation de Synergie et Développement de l'Afrique. Quel est le plan d'action de CDPAT? CDPAT est en train de travailler sur l'action, aujourd'hui l'action politique. Nous avons mené la bataille qui a consisté à accompagner le changement de la Constitution dans notre pays. Vous appelez ça une bataille parce que vous pensez que c'est une guerre? Non, j'appelle ça une bataille parce que il fallait convaincre les compatriotes sur la nécessité de changer la Constitution dans notre pays. Parce que par rapport à notre vision, le Congo d'abord et le peuple avant tout, il était difficile avec l'ancienne Constitution que nous puissions matérialiser cette vision, cet esprit avec l'ancienne Constitution, dans son organisation, mais aussi dans son fonctionnement. Donc nous avons mené ce combat-là. Et après, il fallait aussi mener le combat par rapport à l'élection présidentielle. Nous avons pris position pour soutenir le président de la République, le président Denis Sassou Nguesso, parce que dans le changement de la Constitution, dans l'évolution des institutions, il y avait un cap à passer. Mais pour passer ce cap, il fallait quelqu'un qui a une stature, qui a une ossature pour pouvoir drainer le monde. J'ai toujours donné l'exemple, vous savez, du général de Gaulle. Vous savez, en 1954, en France et en Algérie plus particulièrement, il y a une guerre qui éclate. Et on a besoin à partir de 1956, de quelqu'un qui peut tenir les rênes. Parce que la France est en train, entre guillemets, de vaciller, parce que le problème algérien est en train de poser vraiment des difficultés au niveau des fondements même de la République. Le général de Gaulle était tranquille chez lui,
à colomber les deux églises. Mais la classe politique s'est dit, pour traverser ce cap, il nous fallait quelqu'un de la stature du général de Gaulle. On est allé le chercher. Oui. C'est pour cela que nous pensions que pour traverser ce cap, pour permettre au Congo d'être sur les rails, d'aller vers son développement, il fallait quelqu'un de la stature du président Denis Sassou Nguesso. Et beaucoup de Congolais, beaucoup d'intellectuels africains, une partie d'intellectuels congolais pensent aussi de la même manière que vous. Ne pensez pas que c'est une erreur de comparer le Congo de 2016 avec la France des années 50? Ce n'est pas faire 1000 pas en arrière? Ce n'est pas la comparaison de la France, c'est la lecture de l'histoire. C'est la lecture des événements historiques. Vous savez, quand vous regardez l'histoire, dans la trajectoire de l'histoire et dans les drames qu'il y a eu, vous avez toujours des hommes de caractère, de courage et d'envergure qui vous font passer les étapes. C'est ça le problème. Est-ce qu'on en avait au Congo? Je dis non. On en avait un seul. Et c'était le président Denis Sassou Nguesso. Et nous avons choisi ça. Mais cette lecture-là, elle est basée à la fois sur la vision qui est la nôtre, le Congo d'abord, le peuple avant tout, mais en même temps sur l'analyse de la situation historique du Congo. Nous n'oublions pas d'où nous venons et nous n'oublions pas les événements qui ont traversé ce pays. À une émission, j'avais donné l'exemple du Rwanda, les événements que le Rwanda a vécu en 1994. Mais quand vous lisez l'histoire du Rwanda, ces événements-là prenaient leurs racines en 1894, c'est-à-dire 100 ans avant. 100 ans avant, ceux qui étaient là au Rwanda avaient posé dans leur comportement, dans leur façon de faire, les bases qui menaient le Rwanda aux tragiques événements qu'il y a eu. Et donc, nous nous disons simplement que connaissant l'histoire de notre pays, nous ne voulons pas que nous puissions préparer le Congo de demain où nos enfants, où nos arrière-enfants vivront les drames que nous avons vécus ici, 97, mais bien avant, 59. Aujourd'hui, nous parlons économie, puisque nous sommes dans une nouvelle république et que beaucoup des Congolais sont inquiets pour l'avenir. Vous, en tant qu'intellectuel, en tant que coordonnateur de cette grande plateforme associative, c'est des pattes, quelle lecture faites-vous de cette période? C'est une période délicate de notre histoire. Je viens de vous dire, il nous fallait quelqu'un qui a la stature. C'est une période délicate de notre histoire. Et pour passer cette période-là, il y a beaucoup de choses à faire. Mais il faut quelqu'un qui tienne les rênes. Et le discours du président de la République du 16 avril, au moment de sa prise de fonction, est un discours historique qui trace les différentes étapes, mais qui aussi appelle à la conscience collective et individuelle. Parce qu'il y a des termes très forts dans ces discours. Le Congo d'aujourd'hui ne doit pas être le Congo de demain. De la même façon que le Congo d'aujourd'hui n'est pas le Congo d'il y a 20 ans. Il nous faut mettre les bases pour que nous puissions avancer. Mais je dis d'emblée de jeu, il ne peut pas y avoir de développement d'un pays si les citoyens eux-mêmes n'adhèrent pas au processus de développement par les changements qu'ils vont imprimer eux-mêmes. Nous connaissons notre pays, nous savons ce qu'il est. Nous connaissons nos mentalités, nous connaissons aussi notre culture. Quelle est la décision prise par chacun d'entre nous, dans son travail à lui, dans sa vie de tous les jours? L'engagement qu'il prend pour faire en sorte que le pays puisse avancer. C'est quand le président parle du laxisme, de la paresse, de l'irresponsabilité, de l'inconscience, de la valeur travail, de la rigueur, de la discipline. Tout est dit là-dedans. Nous savons les comportements qui sont les nôtres. Si nous voulons développer notre pays, il faut que chacun puisse prendre sa part. Chacun puisse se dire, nous sommes passés d'une ancienne république, nous sommes rentrés dans la nouvelle république, avec une nouvelle constitution, avec une organisation, un fonctionnement, des bases solides.
qui sont en train d'être ancrées. Ces bases ne seront solides que si nous, dans notre comportement de tous les jours, nous faisons que ces bases-là soient solides. Le président de la République a placé ce quinquennat sous le signe de toute économie, tout social. Comment est-ce qu'on peut relever le défi selon vous? Il faut qu'il y ait une adéquation entre les emplois d'aujourd'hui et le système éducatif. Quand on parle de la formation qualifiante, c'est qu'il nous faut avoir des gens, des sociologues, des économistes qui regardent et analysent notre société, mais qui regardent et analysent notre société à travers les événements du monde, pour savoir quels sont les emplois dont nous avons besoin dans ce pays, quels sont les emplois qui cadrent avec le modernisme aujourd'hui. Le métier en expansion. Le métier en expansion, au niveau agricole, mais au niveau numérique, pour faire en sorte que les jeunes ne puissent pas aller dans des formations pour lesquelles ils n'auront pas d'emploi, parce que simplement les sociétés, les entrepreneurs, les entreprises n'ont pas plus besoin de ces profils-là. Nous sommes dans un monde qui va très vite, qui se développe très vite, où les innovations technologiques se font pratiquement tous les jours. Nous ne les faisons pas, mais se font tous les jours. Et il nous faut, nous, Congolais, nous puissions être dans l'innovation, nous puissions être dans la recherche. Donc ce sont des domaines qu'il faut relever. Le système éducatif, il doit être relevé. Je prends simplement un exemple pour dire que nous sommes en déphasage avec le monde moderne. Je prends l'exemple des techniciens de laboratoire qui sont formés dans nos écoles paramédicales. Souvent, on les recrute, ils font le concours, ils ont le niveau 3e. Mais dans des pays développés aujourd'hui, vous ne trouverez pas un technicien de laboratoire qui commence niveau 3e, c'est niveau terminal. D'ailleurs, nous avons refait la refonte des programmes de l'enseignement technique et professionnel sous la direction du ministre Nzo Niaba à l'époque. Ces programmes sont là, probablement finalisés, peut-être qu'il faut encore un coup de pouce pour encore les relire, mais ces programmes-là doivent être mis en œuvre. Je demande que ces programmes soient vraiment revus et mis en œuvre pour que nous puissions avoir de la compétence en hauteur. Parce que aujourd'hui, je prends l'industrie minière, par exemple. Okay, on va y arriver. Mais avant l'industrie minière, parlons d'abord de la santé, puisque vous avez amorcé sur ce secteur. Il y a eu un moment où le Congo avait beaucoup investi dans la télémédecine. Vous-même, vous êtes docteur. Qu'en est-il aujourd'hui? La télémédecine aujourd'hui est un projet, j'ose dire, qui est pratiquement à l'arrêt. À l'arrêt, il y a eu des financements sur la réflexion pour que nous puissions avoir cette télémédecine. Mais aujourd'hui, force est de constater que probablement il y a eu des rapports qui ont été faits, probablement il y a eu des recommandations qui ont été faites, mais ces recommandations-là aujourd'hui n'ont pas abouti. Et c'est ça aussi le drame de notre pays. Les experts peuvent faire des rapports, ils peuvent travailler. Et il faut le dire aussi que parfois les experts ne vont pas jusqu'au bout du travail qu'on leur a demandé, alors que les financements, ils les ont bien reçus. Mais quand le rapport est là et qu'il a été commandé, mais il faut l'exploiter, il faut le mettre en œuvre, il faut faire en sorte qu'il puisse avancer. Et j'ajouterais simplement aussi une chose, c'est un président français qui disait, François Mitterrand, parfois, il ne faut pas toujours faire confiance aux experts, dans ce sens que, je vous ai dit tantôt, c'est l'homme politique qui imprime. Quand le président de la République dit « nous devons construire des hôpitaux dans tous les départements », mais je peux vous dire qu'il y a des experts, il y a des spécialistes, il y a des professionnels de la santé qui ont dit « ah ben non, ça c'est pas possible ». Mais l'homme politique a décidé, parce qu'il a une vision, parce qu'il va loin, il a dit « il faut le faire ». Donc, ils vont le faire. Donc, je dis simplement que cette télémédecine devait nous permettre de rentrer dans le modernisme et pallier peut-être à certaines de nos défaillances
parce qu'il manque des équipements, parce qu'il manque les infrastructures nécessaires pour pouvoir appliquer, pratiquer une médecine moderne. Nous avons des spécialistes dans ce pays qui sont très bons, qui sont formés, mais qui parfois manquent de l'essentiel pour qu'ils puissent pratiquer correctement leur art. Donc, dans ce cadre-là, il nous faut équiper nos structures sanitaires. Est-ce que vous faites partie des intellectuels qui pensent qu'aujourd'hui le Congo ne forme plus? Ben, le Congo forme, mais est-ce que le Congo forme pour la qualité ou pour la quantité? C'est ça la véritable question. Mais je vais vous dire, madame, quand moi j'ai quitté le Congo, c'était exactement le 15 septembre 1983, et qu'on prenait l'avion de Air Afrique, affrété par l'État, on était 45 dans l'avion. 45, on partait en France. Ce sont les conseillers d'orientation qui nous suivaient depuis la seconde jusqu'en terminale, qui nous ont dit faites les prescriptions, qui nous ont aidés. On a fait les prescriptions. Nous sommes arrivés en France. Madame, on n'était pas les derniers de la classe. Mais aujourd'hui, je suis rentré dans mon pays définitivement en 2014, mais j'ai vécu encore en France des drames, des enfants envoyés avec leur bac, mais qui n'ont jamais réussi. Depuis 10 ans, ils sont en France avec leur niveau de bac avec lequel ils sont arrivés. Ils n'ont pas le niveau pour affronter. Mais c'est très simple. Si vous, au Congo, ici, nous gardons les programmes depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans, c'est les mêmes programmes. Alors que l'innovation technologique, les découvertes scientifiques vont en flèche chaque année. Mais dans des pays comme la France, le programme qui était celui, par exemple, de la licence, chaque fois qu'il y a une innovation, une découverte scientifique, ce programme, il était enseigné en 3e année de licence. Ce programme, les nouvelles découvertes vont en 3e année de licence et le programme de la 3e année de licence descend en 2e année. Chaque fois qu'il y a une découverte, après le programme 2e année, descend en 1re année, descend en terminale. Vous gardez le même programme depuis des années. Mais le programme que vous gardez en terminale, en France, il est maintenant enseigné en 3e. Donc si votre élève, il a le bac ici, il peut avoir son bac brillamment, mais il a 3 ans de retard par rapport au niveau dans les pays développés. Donc nous ne suivons pas le rythme. Il est essentiel pour nous de relever le niveau. Et ça participera à l'emploi des jeunes, parce qu'ils auront la qualification nécessaire pour pouvoir avoir le profil indispensable pour accéder à un emploi qualifié. Donc aujourd'hui, vous, le CDPAT, vous travaillez aussi dans le domaine de la réforme du système éducatif. Exactement, nous l'avons fait avec le ministère de l'Enseignement technique et professionnel, de la formation qualifiante et de l'emploi. Nous avions signé avec ce ministère une convention. D'ailleurs, nous avons signé aussi une convention avec le ministère de la Santé, avec le ministère des Affaires sociales, parce que avec Synergie et Développement de l'Afrique, comme je vous ai dit, nous avons au niveau de la diaspora et au niveau ici du pays des cadres qui n'attendent qu'à servir leur pays pour permettre à ce pays d'avancer. Nous voulons simplement mettre notre petite touche. Donc je dis, par rapport à l'emploi et par rapport aux évolutions très rapides des sociétés modernes, nous devons revoir notre système éducatif. Au fond, nous devons le revoir. L'enseignement technique et professionnel, mais aussi l'enseignement secondaire, l'enseignement primaire. Si vous prenez un enfant qui est à l'école primaire en Europe, au CM1, il est capable de vous lire un petit roman. On le leur donne. Un petit roman, il est capable de le lire. Vous prenez ce même roman, vous donnez à un enfant de niveau 4e ici, il est incapable de le lire. Il faut que
nous puissions... Là, ça engage aussi des parents qui n'achètent pas des livres à leurs enfants, oui, qui mais ne lisent pas une histoire à leurs enfants avant de dormir. Exactement, ça engage les parents. Donc les responsabilités sont partagées. Partagées, ça engage les parents, mais ça engage aussi le système éducatif, parce qu'un enfant, pour qu'il soit capable, il faut qu'il ait les bases. Les bases, il faut qu'on le lui donne, qu'on le lui inculque. Donc là aussi, il y a aussi un problème de la formation des formateurs. Ça aussi, c'est un sujet d'actualité. Le projet tel que le président de la République veut l'engager, c'est un projet dense, c'est un projet ambitieux. Mais il nous faut pour cela un mouvement d'ensemble, une dynamique d'ensemble, mais qui touche tous les secteurs fonctionnels d'un État, avec la rigueur, avec la valeur travail, avec la conscience et la responsabilité qui vont avec. Le président de la République, lors de son discours du 16 avril, a parlé de la rupture. Aujourd'hui, c'est devenu comme un slogan ici au Congo. On voit même des associations naître, l'association de la rupture et tout. Est-ce que vous n'avez pas peur que ce concept soit perçu uniquement comme un slogan au lieu d'être ancré dans des mœurs? C'est ce que nous craignons, mais c'est ce que nous avons dit. Il ne faut pas que la rupture ne soit qu'un slogan. Il faut que la rupture puisse s'imprégner dans les réalités. C'est pour cela que tantôt, je vous ai dit tout à l'heure, le président a été élu. Il a nommé un Premier ministre. Sur proposition du Premier ministre, on a mis en place un gouvernement. Un gouvernement qui s'est engagé sur un fil conducteur, le discours du président de la République. Un document, le projet de société du président de la République, la marche vers le développement. Le Premier ministre a enfoncé le clou. Il y a des organes de contrôle, de supervision qui vont se mettre en place. Et je dis simplement que quand on a balisé le chemin, c'est comme un avion. Pour qu'il atterrisse, le terrain balisé, il faut qu'il tombe là où le terrain balisé. S'il tombe de côté, il dérape. Le terrain balisé, ce sont les cadres supérieurs qui doivent mettre cela en œuvre. Mais ce sont les responsables politiques qui ont la charge de superviser ces cadres supérieurs, d'être vigilants, mais d'être aussi conscients de leurs responsabilités, de ne pas s'auto-censurer, de ne pas dire « bon, le président nous a dit ça, mais là je ne peux pas toucher, là je ne peux rien faire ». Non, ils ont la responsabilité historique, parce que le Congo est passé d'une ancienne république à une nouvelle république. Les mentalités, les changements doivent être visibles. Mais s'il faut prendre des décisions radicales, je dis bien radicales, il faut le faire. C'est le rôle du responsable politique de ne pas avoir des sentiments. Ah non, mais là c'est mon frère, là c'est mon cousin, ah, mais là je ne peux pas, je ne peux rien faire. Non, l'homme politique qui vise la satisfaction du Congo, le Congo d'abord, qui vise la satisfaction du peuple, le peuple avant tout, doit prendre des décisions qui s'imposent quand il s'agit de l'intérêt supérieur de la nation. Les Congolais attendaient avec une certaine impatience le discours du Premier ministre devant l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pensez que ce premier discours du Premier ministre a rassuré les Congolais? J'ai lu ce discours. Ce discours est en droite ligne de ce que le président a fixé comme cap. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Premier ministre a entériné la volonté exprimée par le président de la République à travers son discours d'investiture et à travers son projet de société. Il s'agit maintenant de le mettre en œuvre. Monsieur Arsène Bikoué, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour redynamiser le secteur privé? Je suis content que vous me posiez cette question parce que nous parlons de l'emploi des jeunes. Oui. Mais pour qu'il y ait véritablement un vivier créateur d'emplois, il faut que le secteur privé dans notre pays soit dynamique. Il faut que les Congolais puissent s'approprier ce secteur. Mais ça veut dire qu'il faut que les Congolais puissent avoir des projets porteurs et créateurs, non seulement de richesse,
mais d'emploi. Et à eux de voir dans quel domaine. Maintenant, je pense que dans notre pays, nous avons quand même un petit problème. Le problème, c'est que les Congolais peuvent avoir des projets, des grands projets. Mais dans la majorité des cas, ils n'ont pas les moyens financiers pour mettre en place ces projets. D'où la nécessité d'avoir l'appui de l'État. D'où la nécessité de faire en sorte que les banques dans ce pays, qui font de la richesse, mais qui ont quand même pour fonction de participer à l'essor de l'économie. Or, nous savons, dans notre pays, il y a certaines banques qui sont frileuses pour pouvoir financer des projets. Naturellement, on peut comprendre puisque le Congolais, dans la majorité des cas, n'est pas quelqu'un qui a beaucoup d'argent pour pouvoir participer au développement d'une entreprise qu'il aura lui-même créée. Mais je pense que c'est essentiel parce que on ne s'improvise pas entrepreneur, on ne devient pas entrepreneur par hasard. Il y a des étapes, il y a un encadrement à avoir, il y a une formation, il y a la maîtrise du métier, du domaine dans lequel vous voulez entreprendre, mais il faut qu'il y ait l'aide de l'État, cette aide qui va faciliter la création d'emplois. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de la diversification de l'économie, de la diversification de l'économie congolaise. Est-ce que vous pensez qu'en 5 ans, on peut diversifier l'économie de toute une nation? Mais la question n'est pas de se limiter dans les 5 ans. Les 5 ans, c'est le mandat du président de la République. Mais le Congo n'arrête pas de vivre et n'arrêtera pas de vivre. J'ai toujours eu une expression où je dis, quand les hommes politiques passeront, le Congo restera. Mais dans quel état? C'est l'état qu'on aura fait que le Congo puisse devenir ce qu'il doit être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Les bases doivent être posées, les bases ont déjà été commencées à poser les infrastructures de base. Vous ne pouvez pas sortir vos récoltes dans la région, disons, dans le district de Nyangalaba par exemple, ou dans un district de je ne sais quel département sur notre territoire qui cultive. Vous ne pouvez pas sortir si vous n'avez pas des routes. Oui. Il vous faut des routes pour pouvoir le faire. D'abord, les infrastructures de base qui doivent être posées en même temps. Vous savez, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, du fait de la baisse du cours du baril de pétrole, qui est en train de tenir en haleine toute l'économie d'un pays, nous avons véritablement un problème. Si nous continuons uniquement à nous focaliser sur la rente, entre guillemets, pétrolière, mais dans 50 ans, quand dans ce pays, les jeunes, et nous aurons une population beaucoup plus élevée, parce que nous n'aurons pas pris nos responsabilités pour diversifier l'économie dans le domaine agricole, dans le domaine minier, dans le domaine pétrolier, dans le domaine des services, un peu partout. Si nous n'avons pas pris cette responsabilité-là, nous aurons, pendant que nous ne serons peut-être plus là, parce que toute vie se termine, mais nos enfants, nos arrière-enfants, ils vivront des guerres ici, parce qu'ils se battront pour un petit lopin de terre, pour un petit poste à gauche et à droite, parce qu'on n'aura pas permis la diversification de l'économie. La diversification de l'économie au Congo, elle s'impose à tout acteur politique, économique et social dans ce pays. Et j'oubliais même le domaine social. Il y a beaucoup d'emplois là dans ce domaine qui nous permettront d'aller de l'avant. Vers la diversification. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Nous vous avons invité et vous avez accepté cette invitation. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous avez eu envie de partager avec des Congolais? Qu'est-ce que vous vous êtes dit en préparant cette émission? Vous savez, nous avons, je l'ai dit à l'ouverture, un slogan. Le Congo d'abord, le peuple avant tout. C'est un esprit. C'est une vision,
c'est pour le Congo et c'est pour le peuple congolais. Dans l'étape actuelle, notre étape actuelle, où nous avons basculé dans une nouvelle république, je dis simplement, si un Congolais, si chacun de nous pouvait penser ne serait-ce que une seconde par jour au Congo, une seconde par jour aux Congolais, en se disant qu'est-ce que je vais pouvoir faire qui va être profitable au Congo, qui va être profitable aux Congolais, et non pas simplement à moi tout seul, et non pas simplement à ma famille. Si chacun de nous, individuellement et collectivement, pouvait le faire, je pense que nous aurons fait un pas énorme dans la construction difficile mais passionnante de notre nation. C'est ensemble que nous transformerons le Congo, mais c'est aussi ensemble, si nous ne faisons pas attention, par nos égoïsmes, parce que l'ethnocentrisme, ce cancer nous mine, mais c'est aussi ensemble que nous ferons que ce pays-là ne puisse pas avancer, que nous le tuerons, que nous mettrons des bases qui vont faire en sorte que l'histoire sera un éternel recommencement. Or, pour nous, l'histoire doit avancer. Tous les Congolais ensemble, dans la même direction. Monsieur Arsène Bikoué, coordonnateur adjoint et porte-parole de la plateforme associative Le Congo d'abord, le peuple avant tout. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, voilà, c'était un honneur pour nous de vous proposer cette émission. Eh bien, merci de votre aimable attention. Nous vous retrouvons la semaine prochaine à la même heure sur la télévision nationale congolaise. Merci, au revoir.